Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aux médias à l'occasion de la sortie d'un petit livre aux éditions La Fabrique qui s'appelle « Les mots et les torts ». Vous êtes une figure très singulière dans le champ de la philosophie et dans le champ de la pensée politique de gauche, on peut dire peut-être depuis longtemps. Et on pourrait profiter de la sortie de ce livre qui revient, alors non pas sur votre parcours, mais plutôt sur votre méthode, selon les étapes néanmoins de votre parcours, puisque vous avez eu des filons, des séquences, des périodes évidemment, dans votre travail, pour parler un petit peu justement de votre cheminement. Vous avez, alors que vous êtes philosophe et que vous avez soutenu une thèse de philosophie, travaillé sur le mouvement ouvrier du 19e siècle. Votre thèse s'appelle « La nuit des prolétaires », avec pour sous-titre « Archives du rêve ouvrier ». Et il y a eu un premier filon, je dirais, de votre travail qui a été centré justement sur les productions des prolétaires, ou en tout cas des ouvriers, au temps du mouvement ouvrier. Vous avez placé au centre de votre travail un matériau qui peut être considéré comme proprement historique. Il y a eu une étape ensuite, au cours de laquelle vous êtes beaucoup intéressé, j'allais dire à la pédagogie, en tout cas à l'enseignement, avec un livre qui s'appelle « Le Maître ignorant », qui est particulièrement célèbre et qui demeure particulièrement influent, autour de la figure que vous avez réactivée de Joseph Jacotot, ce personnage qui prétendait mettre en œuvre une méthode de l'égalité pour l'apprentissage. Vous avez beaucoup travaillé sur l'esthétique, sur la question des formes d'expression, en quelque sorte. Vous avez développé tout un pan de votre travail autour de la pensée politique, disons en termes peut-être un peu plus classiques, d'une manière qui n'est pas séparée, on y reviendra aussi, je pense, de votre réflexion sur l'esthétique et sur les formes, avec un livre tout particulièrement que je tiens à présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui ne doivent pas être très nombreux, qui s'appelle « La haine de la démocratie ». S'il y a un livre de réflexion politique à lire, en ce qui me concerne dans mon parcours, il a été en tout cas fondamental, c'est celui-là, La haine de la démocratie, qui revient sur l'atmosphère intellectuelle qui prévaut encore en France et qui prévalait au milieu des années 2000, à l'époque du traité constitutionnel européen en particulier, et vous montrez à quel point en France le républicanisme se définit en pratique comme une haine de la démocratie, une haine de l'égalité, ce qui évidemment donc, vous conduit à revenir sur ce que c'est que la démocratie. Dans ce livre, vous faites référence à un moment donné à Diderot, quand on vous interroge sur cette question de la nature, de la discipline que vous pratiquez. Est-ce que vous pratiquez une discipline ? J'essaye, enfin, de pas pratiquer une discipline, ou plutôt, je pourrais dire que bon, j'ai été amené un peu par les circonstances, si vous voulez, à finalement pratiquer un type de recherche et enfin, un type d'écriture qui effectivement me mettait en dehors des disciplines. Bon, effectivement, j'ai commencé par être philosophe dans les années 60, philosophe marxiste, philosophe althusserien, défendant les privilèges de la science contre l'idéologie dans laquelle, disons, a dû baigner un petit peu tous les misérables influencés par la pensée petite bourgeoise. Et puis bon, il y a eu un petit peu, vous avez rompu avec ça. Pardon ? Vous avez rompu. Oui, bon, il y a eu l'événement un petit peu 68. Tout d'un coup, cette pensée petite bourgeoise arrivait à produire un mouvement social d'une ampleur bien plus importante que finalement celle des actions guidées par la science marxiste. Voilà, donc il y a eu ce moment de rupture, qui était aussi un moment de rupture institutionnelle, parce que j'étais dans une université Paris 8 où on faisait absolument ce qu'on voulait. Par conséquent, voilà, il y a eu ce moment où je me suis dit, on a constaté en 1968 une espèce quand même de grand décalage entre ce qui était censé être la science du mouvement social et la réalité des mouvements sociaux. Bon, ça vaut peut-être le coup, au fond, de reprendre ça d'un point de vue historique. Donc c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans une espèce de travail qui était complètement un petit peu, je dirais, à l'aveuglette. Je me suis dit, en gros, c'était mon idée, c'était, je pars en 1844, Marx est à Paris. Il travaille donc il écrit ces fameux manuscrits, ce qui sera les fameux manuscrits donc de 1844. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, disons comme parole ouvrière, expression, action ouvrière en France. Donc voilà, au fond, c'était reprendre ce qu'on pourrait appeler l'espèce de différend entre la pensée marxiste et puis, disons, la pensée ouvrière effective de l'époque. Alors voilà, je me suis lancé là-dedans pendant très très longtemps. Et puis, bon, ça c'était un premier écart, donc je peux dire que je devenais
historien, quoi. Et puis en même temps, il y a eu un second écart, c'est-à-dire qu'un beau jour, j'ai été dans des archives, de l'archive d'un ouvrier menuisier saint-simonien qui s'appelait, participant à l'idéologie de l'utopie saint-simonienne dans les années 1830, qui s'appelait Gabriel Goni. Et bon, je suis allé voir, quoi. Et puis je suis tombé, non pas sur des descriptions du travail, de ses horreurs, des revendications des travailleurs, mais je suis tombé sur toute une correspondance où deux jeunes ouvriers en bâtiment parlent de promenade du dimanche, de conversations philosophiques, de Victor Hugo, de la façon dont ils évangélisent à leur manière les gens qu'ils rencontrent dans les auberges au cours comme ça de sorties dominicales. Bon, donc tout à coup, je suis tombé sur quelque chose qui était quand même imprévu et qui me faisait sortir pas simplement de la position du philosophe, mais aussi de celle de l'historien. Parce que pour l'historien, enfin, vous êtes historien, vous me contredirez, mais pour l'historien du mouvement social en particulier, on peut dire quand même que les ouvriers fournissent la matière. Et puis l'historien fournit, lui, la réflexion, la pensée. Il explique pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Et alors vous insinuez que ça créerait une relation hiérarchique de domination de l'historien sur sa matière ? Disons que partout où il y a quelqu'un qui prend la parole de l'autre pour matière, on peut dire qu'il y a forcément une relation de domination qui s'instaure, quoi. Et tout d'un coup, je suis tombé, au fond, sur des ouvriers qui, c'était en 1831-32, donc un an après la Révolution de Juillet à Paris, au fond, parlaient un petit peu sur le même mode que les étudiants parisiens, après 68, disant rien ne sera plus jamais comme avant, quoi. Tout d'un coup, c'est des gens qui disent, oui, rien ne sera plus comme avant. Voilà, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était ces ouvriers qui parlaient en 1830 comme des étudiants des années 1968, quoi. Et à partir de ce moment-là, oui, c'était une espèce de seconde rupture. Une seconde rupture, je ne veux pas, m'attaquer aux historiens en général, ce n'est pas mon problème, mais il y a une façon normale, disons, de la science sociale, qui est, le social fournit la matière, et puis, on explique, quoi. Ça veut dire, effectivement, il y a une parole qui exprime une condition malheureuse, une douleur, et ainsi de suite, et puis il y a une parole qui va rapporter, disons, cette expression à sa cause, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui a été, si on peut dire, ma dérive propre. Vous êtes revenu beaucoup là-dessus dans un livre qui s'appelle « Le philosophe et ses pauvres », me semble-t-il, où vous avez vraiment, mis en valeur les effets de ce partage impensé qui attribue une position à ceux qui sont étudiés et une position à ceux qui les étudient et qui vont sans doute leur apporter de leur chair les moyens de leur émancipation. Oui, il se trouve qu'après avoir terminé ce travail qui s'appelle La Nuit des prolétaires, qui est une thèse effectivement que j'ai défendue en Sorbonne en tant que philosophe, qui quand même était un peu surprenante pour des philosophes, quoi, et qui effectivement a fait que je n'ai jamais pu avoir un poste de professeur comme philosophe, mais seulement comme esthéticien. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc après ça, je trouve que j'ai eu envie de reprendre un petit peu une certaine histoire, justement, de certains mots comme ouvrier, artisan, travail, que sais-je. Et j'avais déjà utilisé un certain nombre de textes de Platon. On sait que chez Platon, il y a beaucoup de métaphores, à la fois des métaphores qui renvoient au travail, le tissage, par exemple. L'artisanat. Ça renvoie à l'artisanat. Et en même temps, il y a cette espèce de grande interdiction qui dit que les artisans doivent rester dans leur atelier et rien faire d'autre que leur travail parce que, dit Platon dans une formule que j'ai souvent commentée, le travail n'attend pas. Alors voilà, il se trouve que Platon dit ça, le travail n'attend pas. Moi, j'avais lu donc les textes de cet ouvrier saint-simonien Goni, quoi, qui explique aussi comment le travail, fondamentalement, lui prend son temps. Pas simplement au sens que ça vous bouffe du temps, mais disons, ça vous fait vivre dans un temps qui est le temps de la servitude, quoi. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de revenir un petit peu sur ce rapport, et de montrer comment cette position platonicienne, de dire l'ouvrier tu vas travailler et puis c'est tout, point barre, quoi, se retransmet, y compris chez des penseurs qui sont censés être des penseurs de gauche, des penseurs révolutionnaires, des penseurs de l'émancipation. Donc j'avais fait effectivement ce parcours qui était peut-être un peu désagréable pour un certain nombre de gens, quoi, pour montrer comment se font la proscription platonicienne, disons aux gros ouvriers, vous penserez pas, c'est pas votre affaire, était au fond reprise aussi bien chez
chez Marx que chez Sartre ou chez Pierre Bourdieu. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, ça avait été pris, et c'était de fait une polémique contre la sociologie, dans une certaine mesure, et notamment contre la sociologie de Bourdieu, qui conçoit, disons, le seul moyen de s'émanciper comme la prise de conscience des conditions qui déterminent la servitude ou l'aliénation, sachant que cette prise de conscience ne peut être faite qu'au moyen de la science sociale, c'est-à-dire sous la férule du sociologue, au fond. Oui, et surtout que finalement, au fond, cette conscience de la situation aboutit à montrer que la situation, elle est irréversible. Parce que ce qui était quand même très très fort, alors sa manière, dans la reproduction de Bourdieu et Passeron, c'était pas simplement de dire il faut la science pour vous en sortiez, quoi, mais c'était d'une certaine façon de produire une science qui montre qu'on s'en sort pas. Alors oui, c'est toujours le point aveugle. D'un côté, il y a cette espèce de fixisme qui semble induit, et puis de l'autre côté, il y a cette idée spinoziste que le seul moyen d'accéder à un minimum de liberté, c'est de prendre conscience de la difficulté, voire de l'impossibilité, en tout cas de l'extrême difficulté d'y parvenir. Mais ceci dit, ce type de critique a aussi été fait à Bourdieu, si on continue sur ce point, par des gens qui lui reprochaient de détruire l'école, qui lui reprochaient de détruire, disons, la possibilité d'une ambition progressiste et donc républicaine à l'école, en mettant en avant la réalité des inégalités reconduites par l'école. C'est quand même à double tranchant. Oui, non, mais si vous en êtes d'accord. C'est vrai, c'est vrai que je me suis trouvé à un moment donné un petit peu, je sais pas si c'est intéressant de raconter toute mon histoire. Mais c'est une histoire de débat, c'est pas de votre histoire personnelle, c'est pour ça que... mais effectivement, moi je me suis trouvé à un moment donné dans cette espèce de rapport un petit peu pris entre effectivement la pensée de Bourdieu comme pensée de la reproduction des conditions sociales, notamment de l'enseignement, et puis cette pensée comme ça républicaine qui commençait un petit peu à s'affirmer, qui disait c'est le savoir qui affranchit, mais le savoir dans des conditions données comme il faut, dans un cadre donné, avec une école bien séparée du monde et en passant par toute une progression du savoir. Voilà, j'étais dans cette espèce un petit peu de dilemme. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai écrit ce livre que vous citiez tout à l'heure, Le Maître ignorant. Le Maître ignorant, c'était pas que je m'intéressais particulièrement à la pédagogie, ça m'a jamais vraiment intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité, c'est pas la pédagogie, quoi. Et par conséquent, la pédagogie, pour autant que la pédagogie, c'est en quelque sorte, on peut dire, une espèce de lieu privilégié où on prouve que l'inégalité est nécessaire pour arriver à l'égalité. Il se trouve que... Proposition que vous remettez radicalement en cause, précisément. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Alors, il se trouve que, à la suite du travail que j'avais fait sur l'émancipation ouvrière, j'avais rencontré cette figure qui était à l'époque, on peut dire, à peu près complètement oubliée, de Joseph Jacotot, comme cette espèce d'ancien révolutionnaire, 1789, qui a fait un petit peu, toutes les sortes d'enseignements, qui a enseigné les mathématiques, le droit, la rhétorique, que sais-je encore, exilé donc après la chute de l'Empire, et qui, au fond, en Belgique, qui à l'époque n'existait pas, c'était la Hollande, quoi, à Louvain, au fond, tout d'un coup, lance cette grande proclamation, à savoir, disons, toutes les intelligences sont égales. Toutes les intelligences sont égales, et c'est sur cette idée qu'il faut en quelque sorte fonctionner, et par conséquent, l'égalité n'est pas quelque chose à quoi on va arriver, comme ça, au terme d'un processus. L'égalité, c'est quelque chose qu'on choisit au départ. Au fond, on choisit de s'adresser à des égaux ou à des inégaux. Et ça devient une méthode, pour reprendre le titre qui a été donné à un livre d'entretien que vous avez fait. Oui, ça devient une méthode. Une méthode de l'égalité. C'est peut-être un peu prétentieux. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que dit Jacotot déjà, d'une certaine façon. C'est ce que dit Jacotot, c'est à savoir que tout ce processus de ce qu'il appelle l'explication, ça consiste toujours finalement à dire à l'élève, à l'ignorant, à l'homme du peuple, écoute, l'égalité, t'en es encore loin. Mais si tu suis le chemin, moi je vais te prendre la main, je te conduis, et puis si tu suis tout le chemin, à la fin tu deviendras mon égal, quoi. Donc ce qui est un discours qui à la fois fonctionne comme discours de la pédagogie individuelle et bien sûr comme discours adressé au peuple, quoi. Et puis Jacotot dit, mais on voit bien que cette méthode est une méthode qui reproduit indéfiniment
qui reproduit indéfiniment l'inégalité sous prétexte de la supprimer. Par conséquent, il faut inverser complètement la logique, non pas partir de l'inégalité pour arriver à l'égalité, mais partir de l'égalité. Partir de l'égalité, c'est-à-dire, bon, si on parle en termes seulement de pédagogie, partir du fait que, pour que le maître puisse enseigner l'élève, il faut que l'élève entende ce que lui dit le maître. Ce qui est possible, pourquoi? Ce qui est possible parce que disons, l'élève parle déjà la même langue que le maître, entend cette langue, mais ce qui est plus intéressant, c'est que ça, il l'a appris justement sans maître. Tout seul. Et au fond, l'apprentissage de la langue maternelle est comme une espèce de réfutation de toute la logique pédagogique normale. Voilà. Finalement, l'enseignement, disons, l'instruction la plus essentielle, finalement, l'apprentissage le plus essentiel que tous les humains font, est un apprentissage qu'ils font sans maître, ou pas sans maître, mais avec une multitude de maîtres, à savoir tout ce qu'ils entendent, tous les gens autour d'eux. Voilà. Et donc, il y a cette espèce de grande, quand même découverte, si on peut dire, de Jacotot. Qui l'a fait à l'occasion d'une expérience, ce que vous expliquez oui, bien. Oui, c'est une expérience, on n'est pas sûr si elle est vraiment réelle ou pas. Enfin bon, vous savez, c'est toujours un petit peu... C'est son point de départ, en tout cas. En tout cas, son point de départ, c'est effectivement, il est à Louvain, il est à Louvain, donc comme lecteur de français, dans un secteur qui est un secteur où les étudiants sont majoritairement donc, de langue néerlandaise. Donc le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'il va leur parler, quoi. Comment est-ce qu'il va leur parler, comment est-ce qu'il va communiquer. Lui ne connaît pas un mot de hollandais et eux ne connaissent pas un mot de français. Enfin, du moins, c'est la situation qu'il décrit, un peu à la manière des expériences, je peux dire, scientifiques du XVIIIe siècle, quoi. Et donc, il a l'idée tout d'un coup qu'il existe à ce moment en Belgique un ouvrage bilingue, donc le Télémaque de Fénelon, qui existe en traduction vis-à-vis français et hollandais. Et alors il leur fait remettre, et puis au bout il leur demande de lire, un certain nombre de pages, et puis au bout d'un certain moment, il leur demande, donc en français, de dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont lu. Et, dit-il, qu'il a été étonné de voir que ils étaient capables de répondre à sa question en des phrases françaises qui étaient correctes, quoi. Que, d'une certaine façon, le contact avec ce livre donc en bilingue leur avait permis un accès à la langue. C'était débrouillé en autonomie, finalement. C'était débrouillé en autonomie, quoi. Et c'est une situation qui est rapprochable de ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire la situation de l'enfant qui fait son premier apprentissage sur une base foncièrement égalitaire, à savoir sur le présupposé que de tous ceux qui l'entourent autour de lui et sur son propre présupposé à lui, que ce qu'il a autour de lui va pouvoir peu à peu en prendre la maîtrise. Oui, c'est même pas un présupposé, parce que je ne pense pas que l'enfant est ce présupposé, simplement, il a les oreilles, il a les oreilles ouvertes, et puis la langue qui s'exerce, et puis voilà, quoi. Donc, alors ça, si vous voulez, c'est un petit peu le noyau. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que, c'est pas vraiment une méthode d'enseignement, quoi. C'est pas, donc, effectivement, je dirais que les gens qui ont voulu l'appliquer comme méthode d'enseignement, ça n'a jamais très bien marché. Mais en revanche, c'est une réflexion fondamentale, pas simplement sur l'enseignement, mais au fond, justement, sur toutes les formes d'adresse inégalitaire, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand un être humain parle à un autre être humain, quoi. Et au fond, il arrive à vraiment cette idée que ou bien on le fait sur le mode de l'égalité, ou on le fait sur le mode de l'inégalité, quoi. Mais qu'il n'y a pas de passage de l'un à l'autre, quoi. Il y a comme une espèce de choix pour une logique égalitaire ou pour une logique inégalitaire. Alors voilà, donc du coup, pour moi, ça a été un peu aussi une voie en dehors de la grande alternative, disons, le grand combat entre les sociologues et les républicains, quoi. À savoir, les sociologues et les républicains se battaient sur le thème comment est-ce qu'on arrive à l'égalité. Jacotot dit on n'y arrive pas si on n'en part pas. C'est ça. Oui. Mais alors, il me semble qu'il y a, entre autres, fil directeur, précisément, à chacune de vos étapes, quand même un parti pris ou disons, un choix qui est celui de l'immanence contre l'institution. C'est quelque chose à quoi vous revenez, en tout cas cette question de la situation institutionnelle, aussi bien dans Le Maître ignorant, bien sûr que dans Le Philosophe et ses pauvres, mais aussi dans ce petit livre où vous parlez de votre méthode. Vous allez toujours du côté d'une forme d'immanence. Vous parliez de cette méthode d'apprentissage qui correspond finalement à un bain. Il s'agit de se mettre dans un bain
le bain du français pour ces étudiants flamands, le bain du langage pour l'enfant qui ne sait pas encore parler. J'ai relevé dans cette discussion avec Javier Bassas, donc, qui fait l'objet du livre ici d'aujourd'hui, Les mots et les torts, vous dites il n'y a rien à comprendre en fait dans mes textes, ce qu'il faut c'est accepter de bouger avec. Et c'est peut-être il y a une belle image qu'on pourrait avoir comme ça, celle du bain, justement. Il faut accepter de vous suivre dans l'immanence d'une expérience, de texte, en l'occurrence quand il s'agit de texte, et accepter les déplacements ou les remises en cause des partages habituels, du consensus autour d'un certain nombre de choses qui s'y opèrent. Mais voilà, moi, en tant qu'historien, bien sûr, qui suis toujours du côté des noms à donner, des choses à fixer, je vois bien que la situation institutionnelle ne vous intéresse pas, au fond, ou peu. Alors que, malgré tout, et là je pense au dernier livre de Frédéric Lordon, par exemple, qui essaie de s'affronter à cette question, hein, Vivre sans, où il répond à une gauche de la gauche qui veut être ingouvernable, qui réfute toute notion de gouvernement, qui réfute toute pertinence d'un travail, enfin tout intérêt véritable à un travail sur ce que vous appelez la police, c'est-à-dire l'État, le dispositif des relations sociales tel qu'il est, qui donne le gouvernement tel qu'il est, qui ne s'intéresse plus, qui déserte cette question, pas forcément à tort, hein, qui considère que s'y engager, c'est déjà perdre, et qu'il faut s'engager sur d'autres terrains, essayer de construire d'autres partages en actes. Ce qui renvoie aussi à votre théorie esthétique, hein, et ce qui fait déboucher, peut-être, en tout cas, si on veut expliquer un peu vos différents champs, ce qui explique aussi en quoi ce que vous avez à dire se situe fondamentalement du côté de l'esthétique. Vous disiez que vous avez été recruté finalement comme esthéticien et non pas comme philosophe. Et on pourrait se demander comme ça, pourquoi est-ce que le partage du sensible, tout votre travail sur le cinéma, qu'est-ce que ça a à voir, votre travail sur les formes, sur ce que vous appelez le partage du sensible, c'est le nom d'un de vos livres à ce sujet. En quoi ça a à voir avec la politique et l'émancipation? C'est peut-être là aussi, c'est du côté de cette immanence. Oui, alors bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que vous avez parcourues. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de discuter avec vous. Je ne sais pas si je vais pouvoir les reparcourir, mais bon, moi, si vous voulez, je n'ai rien en général contre les institutions, mais je pense que les institutions ont, au fond, une espèce de destination qui est justement immanente, C'est-à-dire que, une institution, si vous voulez, le lycée, vous ne ferez pas au bac. Les gens vous prétendent que le lycée forme les individus à l'esprit critique, républicain. Mais bon, fondamentalement, disons, la plupart des processus d'enseignement sont des processus qui sont suivis pour arriver à des résultats disons, définis, quoi. Et bon, si l'étudiant réussit son examen, il est content et on pense que l'institution a fait ce qu'elle avait à faire, quoi. Et donc, il y a des gens qui vous prétendent que, au fond, cette espèce de, je dirais, en quelque sorte, de performativité de l'institution est la même chose que, au fond, une espèce de formation à l'université, un développement de la pensée libre, et que sais-je encore. Et ça, je crois que là véritablement, c'est un mensonge. C'est-à-dire que les institutions, mais c'est pareil pour l'État. Au fond, normalement, si vous voulez, l'appareil d'État tel qu'il fonctionne a pour fonction de reproduire la situation qu'il a produit lui-même. Alors bon, bien sûr, il y a des ruptures. Il se passe des ruptures dans les institutions, il se passe des ruptures aussi quelquefois, disons, dans les appareils d'État, dans les rapports entre les appareils d'État à ceux qui lui sont assujettis. Mais je pense que nécessairement, on rencontre quand même cette opposition qui est une opposition de logique, quoi. C'est pas simplement que disons, on veut absolument être contre l'institution. On m'a souvent caractérisé comme spontanéiste, comme ça, parce qu'il y a toujours ce partage. Il y a des gens qui sont pour l'organisation et puis les gens qui sont pour la spontanéité. Non. Moi, je dis ce qui est spontané, c'est justement business as usual. Ce qui est spontané, c'est la fonction. C'est au fond, ce qui est spontanéiste aussi en un sens, c'est le travail normal d'une institution. L'école est faite pour se reproduire en produisant des effets bien définis d'acquisition de diplômes. L'État est fait pour se reproduire à travers un certain cycle. Voilà, quoi. Et ça, c'est ça qui est spontané. Ce qui n'est pas spontané, c'est d'essayer de marquer l'écart, on peut le dire en gros, entre la production de ces résultats déterminés et puis une production de liberté. Vous faites le même mouvement avec votre livre sur la haine de la démocratie, quand vous partez du constat que les institutions représentatives
qui se présentent comme la condition de la démocratie, sont en fait des institutions dans une très large mesure oligarchiques et qui reposent au contraire sur le rejet de la démocratie, sur le déni de la démocratie, ce qui est apparu avec de plus en plus d'évidence dans le débat public français, avec ce discours lancinant sur l'individualisme, l'égoïsme des monades démocratiques. En tant qu'historien, ça m'a fait penser à la circonstance historique dans laquelle la représentation politique est effectivement apparue. Puisque la représentation politique, le fait qu'une personne puisse être toutes les autres à des fins, disons, pratiques, oui. C'est quelque chose qui est ignoré dans les systèmes politiques de l'Antiquité. C'est quelque chose qui est créé par le Moyen-Âge. Et en particulier, ça apparaît au XIIe siècle en Espagne, dans des formes qu'on a un peu de mal à identifier. Mais en tout cas, ce qu'on sait, ce qui est sûr et ce qui a été remarqué, c'est que ce ne sont jamais les communautés d'habitants qui ont voulu se donner des représentants. Tout au contraire. Ce sont les seigneurs, ou en Italie centrale, la papauté, qui était le seigneur politique de l'Italie centrale, dans les Marches en particulier, qui ont exigé, avec une insistance toute particulière, qu'enfin les communautés se donnent des représentants qui auraient la faculté de les engager tout entières, pour avoir des interlocuteurs, donc à des fins de gouvernement. Autrement dit, on se rend compte que le fait de voter pour élire des représentants, par exemple, ça n'est pas du tout un mouvement d'émancipation. C'est au contraire un dispositif qui a été construit par des pouvoirs extérieurs aux communautés pour mieux gouverner ces communautés. Et je trouve qu'il y a voilà, finalement une vérification au plan de la matière historique et au plan du processus de développement des institutions publiques qui est très parlante de ce point de vue-là. Vous êtes revenu récemment dans votre livre de dialogue avec Éric Kazan, justement qui a peut-être d'une certaine manière un prolongement de ce livre sur la haine de la démocratie. Alors en 2017, en quel temps vivons-nous ? Justement sur ce type de commentaires, vous y revenez encore un petit peu, me semble-t-il, dans ce livre. Enfin, vous donnez un point de vue comme ça sur le combat environnemental et l'inquiétude de plus en plus massive autour de la destruction de la planète qui est en cours. Vous abordez toujours le problème sous l'angle de ce que c'est que la politique et ce que c'est que l'émancipation. Oui, bon, disons, je ne vais pas trop revenir sur la représentation, parce que, bon, ce que vous avez dit, enfin, je dirais éclaire, ce que j'ai essayé moi-même de penser sur la représentation, à savoir que la représentation, disons, on la voit toujours à l'envers. On la voit toujours sur le mode, il y a, disons, voilà, il y a le peuple, et puis, comme le peuple est trop nombreux, il se choisit des représentants, des représentants, quoi. Or, fondamentalement, non. C'est-à-dire, moi, ce que j'essaie de dire, c'est, bon, les représentants, en fait, le système représentatif, ne définit pas des gens comme délégués par le peuple, mais définit des gens qui sont représentatifs dans la société, qui précisément peuvent en quelque sorte, par eux-mêmes en quelque sorte, se présenter comme, au fond, ayant, disons, la capacité de représenter la société en général. Donc, bon, j'ai essayé de dire que par conséquent, démocratie représentative est en fait un terme contradictoire, parce que la représentation a toujours, disons, historiquement, fonctionné contre la démocratie. Et puis, on a pu encore le constater, à travers tout ce qu'on a pu voir dans la campagne électorale américaine. Il a été quand même, c'était une occasion de reconstater de façon très forte, que c'était un système qui avait été mis en place contre la démocratie, qui avait été mis en place pour assurer un petit peu le pouvoir des gens capables, en principe, de veiller aux intérêts généraux de la société, c'est-à-dire, en gros, malgré tout, à l'époque, les propriétaires fonciers, quoi. C'est toujours le règne des capacités. Oui, les capacités. Contre le règne de l'égalité. Oui, enfin, le règne des... Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était complètement clair pour toute la pensée politique classique, quoi. C'est véritablement tout récemment qu'on a complètement embrouillé les choses. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle encore, pour des gens à l'époque de Montesquieu, il est parfaitement clair que le système représentatif n'est le contraire de la démocratie. Bon, alors ça, c'est un point. Alors effectivement, au fond, la démocratie renvoie à l'idée qu'il y a une capacité, on peut dire, des égaux en tant qu'égaux. C'est-à-dire une capacité des gens d'agir justement, pas en tant que spécialistes de ceci, représentants de cela, compétents là-dedans, mais simplement en tant qu'égaux. Au fond, la démocratie invente cette espèce de même compétence qu'invente Jacques Otto, quoi, une compétence des égaux, quoi. Alors que
habituellement, toute compétence, précisément, implique plus ou moins l'idée, il y a ceux qui sont compétents et ceux qui ne sont pas compétents. Quoi. Donc l'inégalité. Donc l'inégalité. Or, il est bien évident que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette espèce d'importance prise par le combat écologique, ces références permanentes à la planète qui est en danger. On se trouve effectivement dans une tension entre un militantisme de base, qui effectivement, je dirais, se bat, on peut dire, se bat pour imposer une capacité de tous contre des grands projets de construction, style, disons, les fameux aéroports là, à Notre-Dame-des-Landes. Et par ailleurs, malgré tout, disons, on a de l'autre côté, également porté par ce problème de la destruction de la planète, tout un retour d'une pensée, qui est une pensée proprement technocratique, qui dit que, effectivement, la question du climat, la question de la planète, c'est pas des abrutis comme ça, un petit peu aux quatre coins du monde, qui peuvent en penser. Alors, donc, notamment, je ne sais pas, il y a eu ce fameux thème, du Parlement des choses, Le Parlement des choses, disant, oui, mais il y a pas que les humains, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a toutes les choses, ce qui est vrai. C'est très important en ce moment dans le champ intellectuel, qui est qu'il faut faire rentrer les non-vivants dans la réflexion politique. Absolument. Le problème, moi, si vous voulez, c'est que malheureusement, la réflexion politique est quand même en fait, l'action politique a toujours été une action, disons, concernant l'égalité entre humains, quoi. Et je dirais qu'il peut y avoir de démocratie, au fond, dans ce rapport entre humains, quoi. Alors, si à partir du moment où on fait entrer tout le reste, au fond, on est dans une espèce de tension très forte, parce que les gens disent il faut que les choses soient représentées, que les non-humains soient représentés. Et ça veut dire quoi? Qu'ils vont pas bien sûr se donner des représentants, ceux-là, ça c'est clair. Donc, par conséquent, qu'il y a des gens qui, eux, sont compétents, qui sont scientifiques, qui sont chercheurs, qui sont ingénieurs, qui sont techniciens, que sais-je, et qui vont pouvoir les représenter. Au fond, moi, ce qui m'a beaucoup frappé pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup travaillé sur le 19e siècle, c'est qu'à l'occasion de l'écologie, on a vu refleurir cette espèce d'idéologie saint-simonienne, qui disait, voilà, c'est fini le gouvernement des hommes, maintenant on passe à l'administration des choses, quoi. Voilà. Et au fond, c'est quelque chose qu'on revoit maintenant. Alors ça prend les formes un petit peu les plus diverses. Il y a les formes effectivement qu'on peut dire technocratiques, qui disent voilà, il faut que les gouvernements fassent ci et ça, quoi. Il y a éventuellement les formes supposées révolutionnaires, comme le fameux léninisme écologique d'Andras Malm, qui dit voilà, Lénine a instauré la dictature pour sauver les gens de la faim. Je ne sais pas où il a trouvé ça d'ailleurs, peu importe. Maintenant il faut aussi instaurer une dictature pour sauver la planète. Ouais. Donc effectivement, là, je crois qu'on a véritablement une tension, alors qui est liée aussi à cette notion de représentation. Oui. Mais évidemment, dire il faut faire leur place aux non-vivants, ça n'est jamais qu'une fiction par laquelle on veut dire que le rapport, et là, ça peut être le rapport des égaux, justement, aux choses, l'environnement, leur usage du monde, et pas seulement leur usage d'ailleurs, mais tout simplement l'environnement dans lequel ils baignent, avec lequel ils sont dans une interrelation générale qui s'appelle la vie, finalement. Cela, ça prend un tour, ça évolue dans un sens qui est l'inverse de celui de l'égalité, outre le fait que, indépendamment de cette inégalité de plus en plus radicale, puisqu'on sait bien que la crise écologique va, semble-t-il, avec un renforcement des inégalités, et va aller encore plus dans ce sens-là, en plus, il y a un problème de devenir collectif. Je veux dire, il y a une objectivité de l'interrelation générale qui fait que même s'il y a une classe, une overclass mondiale, qui disparaîtra plus tard, peut-être, ou qui, réfugiée en Nouvelle-Zélande, pourra éventuellement recommencer quelque chose, il n'empêche que c'est un destin commun qui est en cause. Oui, là, je dirais, pour moi, on retombe au fond sur le problème, à savoir que, au fond, ou bien, disons, au fond, on pense la politique à partir de la construction de, disons, je appellerais des cas d'égalité. C'est-à-dire former, disons, des cas d'égalité, des situations d'égalité, ou bien effectivement on pense que aucune situation, rien n'est réglable si on ne règle pas, disons, l'ensemble des rapports
rapport. Au fond, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont peut-être l'écologie est venue prendre le relais du marxisme. C'est-à-dire que bon, pendant très longtemps, il y a eu comme ça un marxisme qui disait « mais de toute façon, vous ne changerez rien à rien si vous ne changez pas, les rapports de production ». Alors bon, effectivement, ça continue. Donc voilà, il y a toujours cette espèce de, un peu de, je dirais, de superstition de la grande causalité, quoi, qui dit toujours, non, ça sert à rien de chercher à faire un peu d'égalité ou ici ou là. De toute façon, les rapports sociaux, tous les rapports sont définis par la grande logique du capital. Et tant que vous n'aurez pas détruit le capital, vous n'aurez rien fait. Alors maintenant, c'est un peu ça. Je dirais que la question de la planète et de sauver la planète a pris un petit peu la place de, disons, la place centrale du capital, quoi. Sauf qu'évidemment, à l'époque, disons, prendre, disons, d'assaut le capital, disons, était censé être comme ça la porte ouverte à l'affranchissement, alors que maintenant, bon, disons, il ne s'agit que d'éviter la catastrophe, quoi. Mais fondamentalement, je crois que là, c'est là, pour moi, qu'il y a cette espèce d'opposition entre, encore une fois, entre deux logiques. C'est-à-dire que je pense que la logique qui dit toujours il faut s'attaquer à la cause première, sera toujours une logique inégalitaire, quoi. Et que les logiques égalitaires sont des logiques qui se construisent au cas par cas. On construit des formes d'égalité. Ou bien, effectivement, on pense que l'égalité viendra lorsqu'on aura détruit la cause de l'inégalité. Maintenant, on ne pense même plus ça. Maintenant, on dirait, sauvons d'abord la planète, et puis l'égalité, on verra après si on a du temps pour s'en occuper, quoi. Il y a un autre clivage très important en ce moment, qui l'est de plus en plus et qui, dans une certaine mesure, est très préjudiciable à la gauche, c'est celui qui porte autour de la question de ce qu'on appelle en France, et seulement en France d'ailleurs, l'universalisme, les valeurs universelles d'un côté, et puis de l'autre, l'antiracisme politique que ses adversaires républicains taxent de racialisme, de racisme, d'indigénisme et de tout ce qu'on veut. Quel regard vous portez? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce débat? C'est plus qu'un débat, c'est même un déchirement maintenant, à gauche. Bon, enfin, oui, c'est un peu compliqué de savoir si on a affaire à un déchirement à gauche ou si on a affaire au fait que ce qui s'appelle gauche a été entièrement pénétré par les idées de droite. Quand même, enfin, moi, ce que j'ai pu constater, disons, depuis les années 80, c'est quand même la façon dont petit à petit, disons, les idées, disons, les idées de droite, ou en tout cas les idées inégalitaires, se sont complètement emparées des forces qui prétendaient être à gauche. Alors bon, ça a commencé par la nécessité économique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, les gens qui étaient arrivés au pouvoir pour tout changer, on dit vous commencez à dire oui, malheureusement la nécessité économique c'est quelque chose contre lequel on peut pas lutter. Par conséquent, il y a eu cette espèce de consentement. Et puis il y a eu en même temps effectivement cette espèce de développement de l'idéologie dite républicaine. Bon, au nom de l'universalisme, mais c'est un universalisme qui, pour le coup, est proprement local. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui pensent qu'ils sont détenteurs de l'universalisme, quoi. Or, ce que j'ai essayé de dire et de rappeler encore là, c'est pour ça que ça s'appelle les mots et les torts, c'est que l'universel, ça n'existe pas comme ça. L'universel n'existe finalement que dans des formes d'universalisation, dans des cas d'universalité. Donc, le républicanisme a dit, il y a la règle républicaine, la même règle pour tous. C'est ça l'universel. Mais non, c'est pas ça l'universel. L'universel a toujours fonctionné, je dirais, comme contestation de ce qui était donné comme universel. C'est-à-dire, il y a toujours eu à toutes les époques une espèce de, disons en quelque sorte, d'universel constitué. Et l'universel constitué étant toujours plus ou moins universel, limitatif. C'est un petit peu moi ce que j'avais étudié, notamment autour de toutes les luttes pour faire entrer, disons, dans la sphère politique des gens qui ont été exclus, travailleurs, femmes et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que justement, l'universel est une catégorie polémique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont du côté de l'universel. Disons, au XVIIIe siècle, en France, aux États-Unis, l'universel, c'était les propriétaires, quoi. Et puis les autres, c'était le particulier.
le bien universel, c'était les hommes, et puis le particulier, c'était les femmes, quoi. Donc voilà, il y a ça fondamentalement, à savoir qu'il n'y a pas l'universel en soi et puis le particulier en soi, mais il y a toujours une appropriation de l'universel. Et par conséquent, la véritable universalité, elle est dans le combat pour, je dirais, briser les formes d'appropriation de l'universel. Vous intervenez finalement assez peu. Alors, ça ne fait pas partie de toute façon de votre manière de faire que d'intervenir dans le débat public sur un mode professoral ou sur le modèle de la figure du fameux intellectuel français de Voltaire à Sartre. Donc vous intervenez peu finalement sur ces questions. Un tout petit peu, si, de temps en temps. Enfin, dans un sens, la haine de la démocratie était quand même une intervention qu'on pourrait dire, en tout cas, franche et quand même détaillée. Bon, effectivement, je peux dire que j'ai vu un petit peu naître, si vous voulez, ce type de discours, dit universaliste, républicain. Voilà, de temps en temps, j'interviens encore un petit peu. Là, j'étais intervenu à propos justement de Samuel Paty, si vous voulez, par exemple. Mais c'est vrai que je ne vais pas répéter tout le temps des choses que j'ai déjà dites. Et puis je suis pas un homme public. C'est pas vraiment ma vocation, voilà, d'haranguer les foules. Est-ce que c'est une affaire de tempérament ou est-ce que c'est quelque chose d'immanent à votre démarche, cette place singulière dans laquelle vous vous retrouvez depuis longtemps déjà? Disons que pour moi, je me pense d'abord fondamentalement comme un chercheur, quoi. C'est-à-dire que voilà, mon activité, c'est quand même une activité de recherche. Ça peut être sur l'émancipation ouvrière au XIXe siècle, ça peut être sur un certain nombre de formes, prises par l'art, par la réflexion sur l'art. Voilà. Mais fondamentalement, d'abord, je suis quelqu'un qui effectivement qui cherche. Ce qui veut dire aussi que y a des gens qui ils écrivent leur thèse à 30 ans et puis après ils vivent en gros un petit peu, disons, des retombées de leur thèse, quoi. Il se trouve que pour des raisons comme ça, je suis quelqu'un qui aime bouger, quoi. J'ai quand même passé une énorme partie de ma vie, à faire des recherches, à aller tous les jours, à une certaine époque aux archives, après à la Bibliothèque nationale, à trouver des choses. Et par conséquent, je dirais que je suis dans une logique un peu, malgré tout, j'ai en tout cas moi le sentiment de toujours trouver des choses, de toujours arriver au fond à trouver des choses qui n'ont pas été dites, quoi, et essayer de les dire, quoi. Ça veut dire que ça entretient un certain dynamisme, quoi. Alors ce dynamisme, d'une certaine façon, dans certaines circonstances, qui leur là en principe appelle un regard sur l'actualité, ça me permet éventuellement, je dirais, de prendre, je dirais, 2-3 jours, quoi, pour arriver à formuler un point de vue. Formuler un point de vue sur l'actualité, mais pas formuler un point de vue sur l'actualité, disons effectivement en tant que professeur de je ne sais pas quoi, mais un point de vue sur l'actualité comme ça, qui est comme une espèce, je dirais pour moi, un peu comme un repère d'étape, quoi, d'une certaine façon, dans une situation donnée. Il y a un petit peu ce qui se passe autour de la mort disons, de la mort horrible de Samuel Paty. Il y a toute une chose, effectivement, toute cette problématique républicaine qui est mise en marche, puis toute cette logique un peu, disons, anti-islamique. J'essaye de voir si j'ai quelque chose que je peux en dire. Je le vois, au fond, j'essaye de faire un point pour moi-même, quoi. Si le point pour moi-même me semble un peu correct, éventuellement, je l'envoie à des gens qui m'ont demandé d'écrire pour eux. Et puis voilà, quoi. Vous avez publié d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est le seul, un recueil de chroniques que vous aviez rédigé sur une base régulière, mais c'était pour un journal brésilien, me semble-t-il, et ça s'appelle, ce recueil, Chronique des temps consensuels. Oui. Et donc ça identifie justement la grande caractéristique de notre époque et de cette révolution conservatrice, néolibérale qui se développe comme le consensus. C'est paru en français à la librairie du XXe siècle au Seuil, je crois. Vous donnez très souvent des entretiens qui ensuite paraissent en recueil, par exemple. Dans celui-ci, j'en ai mentionné un tout à l'heure qui était la méthode de l'égalité. Il y a aussi Et tant pis pour les gens fatigués. C'est quelque chose finalement que vous faites maintenant de loin en loin. Écoutez, moi, en fait, à une certaine époque, j'ai fait des textes un petit peu réguliers pour ceux qui me les demandaient, quoi. C'est pour ceux qui me les demandaient. Il se trouve que la Folha de São Paulo, qui est donc un des principaux quotidiens brésiliens, un jour où j'étais au Brésil, demandait de faire une chronique, quoi. Peut-être que si un journal français me l'avait demandé, je l'aurais fait, quoi. Mais de fait, c'est eux qui me l'ont demandé. Pendant une certaine période aussi, j'ai fait des articles pour les Cahiers du cinéma. Donc voilà, tous les 2 mois, je faisais un article, une chronique sur ce qui arrivait au cinéma.
pour les cahiers du cinéma. Voilà, puis bon, ça s'est un peu mal terminé parce que, disons, j'ai pas été assez gentil pour certaines des idoles des cahiers du cinéma, quoi. Mais d'une certaine façon, moi, si vous voulez, je cours pas, si vous voulez, après les gens, disons, pour être publié, quoi. Bon, ça a l'air un peu prétentieux ce que je dis, mais ça veut dire simplement, bon, voilà, je veux pas me fatiguer, voilà, pour ça, bon, si des gens me demandent de faire quelque chose, bah, je dis je vais voir. De même, un artiste me demande de faire un article pour son catalogue. Ben, je regarde si j'ai quelque chose à dire. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si j'ai rien à dire, ben, je lui dis non, j'ai rien à dire. Voilà. Moi, c'est ça, d'une certaine façon. Bon, c'est-à-dire que souvent, j'ai effectivement fait des incursions, on va dire très très diverses, en fonction des demandes qui m'étaient adressées. Mais voilà, bon, je dirais que je suis un petit peu ma ligne propre. Et puis par ailleurs, bon, il y a toute une série de propositions qui me viennent. Alors quelquefois ça produit rien, quelquefois ça produit effectivement quelque chose. Et votre ligne propre, c'est celle d'un chercheur, donc vous disiez. Ça, c'est Pour moi, oui, c'est celle d'un chercheur, oui, qui essaye toujours de travailler sur ces questions de rapport de monde, c'est-à-dire comment, rien qu'écrire une phrase, c'est déjà construire un certain type de monde, un certain type de rapport à celui qui va lire la phrase, un rapport à ce dont je parle, un rapport à ceux qui me liront. Voilà, donc ça, c'est un peu ça, disons, au fond, mon intérêt, c'est toujours comment une action, une institution, une parole, une phrase, un livre, un film construisent un certain type de communauté sensible. Bon, voilà, c'est ça, au fond, qui m'a intéressé un petit peu depuis toujours. Bon, à un certain moment, lorsque j'ai travaillé sur l'émancipation ouvrière, bon, à d'autres moments où j'ai travaillé un petit peu sur l'histoire de l'art moderne, ou sur les formes du cinéma, ou sur la littérature. Est-ce que vous entendez par sensible, alors ? Disons, quand je parle de partage du sensible, disons, je dis souvent, c'est un rapport entre sens et sens, c'est-à-dire entre sens au sens de expérience, effectivement, qu'on peut dire sensorielle, et puis sens en tant que signification. Donc, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est il se passe quelque chose, qu'on regarde avec ses yeux, qu'on entend, et puis, il y a un sens qui vient là-dessus, quoi. Qu'est-ce que c'est que le consensus ? Le consensus, c'est que ça consiste en tout ce qui se passe, il y a déjà des noms, des noms pour le désigner, quoi. Bon, c'est ça le consensus. Bon, prenez des noms comme populisme. Bon, voilà, il y a une voix d'extrême droite dans un pays quelconque. On dit, le populisme va être en train de gagner, quoi. Voilà. Donc voilà, on construit à partir d'un événement, de ce qui se passe, tout un système d'explication, quoi. Et au fond, c'est toujours ça. Bon, voilà, on en revient un petit peu à on parlait autour de Jacotot, quoi. Au fond, comment on peut dire, oui, on interprète tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit tous les jours. Et vous dites, dans ce dernier livre, je procède par des déplacements, dites-vous, qui essayent d'opérer des nouveaux rapports entre sens et sens. Oui. Et donc entre sensoriel, expérience d'un côté, et sens au sens de signification, avec toujours cette idée, ou cet horizon de l'émancipation. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus, puis c'est quand même un des maîtres mots de votre travail. J'avais relevé dans Le Maître ignorant cette définition de l'émancipation que vous donniez. Vous disiez, on appellera émancipation l'acte d'une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même. Et qui remet en cause, éventuellement, ce faisant, des partages ou des consensus qui ont déterminé une situation. Donc une police ou et une institution sans doute. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'on comprend bien comment finalement votre champ de pensée et de recherche est aussi bien la politique et indifféremment, j'allais le dire en définitive, la politique et l'esthétique et les formes. Oui, c'est toujours autour de la question, au fond, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut dire, quoi. Le consensus est une espèce de prescription, en quelque sorte, de prescription qui, en gros, donne des noms à ce qu'on voit, donne des noms à ce qui vous arrive, quoi. Le déplacement, c'est effectivement, tout d'un coup, on suspend un petit peu ce système de référence qui fait que chacune des choses qui arrivent a déjà son explication, quoi. Et je sais pas, il y a toute une série de cas à penser. J'avais commenté cette fameuse histoire donc de la jeune femme qui s'était soi-disant fait agresser dans un train de banlieue, quoi. Je dirais, pourquoi est-ce que l'affaire a été jugée, a été crue par tout le monde ?
Parce que l'explication existait déjà, quoi. Voilà, il y a des voyous dans les trains de banlieue, et puis par ailleurs, il y a la passivité, les spectateurs, disons, les voyageurs sont là, aucun ne se lève pour défendre les malheureux, etc. Donc, voilà, c'est l'individualisme de masse, patati patata, voilà. L'explication est là, quoi. Ouais. Quand l'explication est là, hop, voilà, les faits n'ont même pas besoin d'être vrais, quoi. Et voilà, c'est aussi un petit peu un combat, je dirais, pour moi, de la vérité contre la vraisemblance, parce qu'on est gouverné par la vraisemblance, en fait. Vous replaceriez la vérité dans ce qui vient briser la vraisemblance. Comme horizon de lutte. Voilà, parce que bon, le consensus, c'est quoi? C'est la vraisemblance. C'est d'une certaine façon, c'est ce qui fait un petit peu le lien, justement, entre aussi politique, littérature. Voilà, bon, il y a un moment donné où la littérature a brisé, justement, la logique de la vraisemblance, quoi. En revanche, disons, dans ce qu'on appelle la politique, elle fonctionne toujours. Et la vérité, de ce point de vue-là, devient un opérateur de dissensus. Oui, on peut dire ça, oui. Merci beaucoup d'être venu pour nous présenter ce livre, donc, qui sort en librairie ces jours-ci. Les mots et les torts, dialogue avec Javier Bassas aux éditions La Fabrique. Écoutez, merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous.